Donc, mon webinaire est sur l'importance du rôle des procureurs spécialisés dans les poursuites relatives à la traite des personnes. Je suis une assistante du procureur général et je suis spécialiste dans l'équipe des poursuites relatives à la traite de la personne. Nous existons depuis 2017 en tant que stratégie pour mettre une fin à la traite de la personne. Nous avons reçu du financement nécessaire pour avoir des procureurs de la couronne spécialisés. Donc, notre équipe, qui est formée de 6 membres, se dévoue uniquement aux cas relatifs à la traite de la personne. Nous fournissons des sessions de formation comme ces webinaires. Nous donnons des conseils juridiques et nous avons aussi mis en place un modèle de poursuite amélioré dont on parlera tout à l'heure pour les procureurs de la couronne et les policiers de première ligne. J'ai mis les noms des besoins de les contacter. La composition de notre équipe, comme je vous l'ai dit, est composée de 5 représentants juridiques. Il y a moi-même pour Toronto, il y a 2 assistants au procureur à Peel et 2 autres dans la région de York. Dans les zones de compétence où nous n'avons pas de représentation, il y a au moins un assistant au procureur dans les tribunaux qui ont reçu une formation par notre équipe et qui ont donc désigné, qui sont informés quant au traumatisme, qui ont reçu des formations quant à la poursuite de ces infractions relatives à la traite de la personne. Les représentants de notre équipe sont disponibles pour les forces de l'ordre dans toute la province. Nous fournissons des consultations continues quant aux enquêtes. L'ordre dans toute la province. Nous fournissons des consultations continues quant aux enquêtes. Nous mettons en contact les procureurs avec les organisations dans la collectivité. Nous faisons des liaisons entre les forces de l'ordre, le bureau du procureur, pour toutes les zones de compétences de l'Ontario. Nous faisons aussi des liaisons avec le programme d'assistance et de programme d'aide aux victimes et aux témoins. Nous fournissons des formations continues pour tous les membres du système de la justice ainsi que pour les intervenants qui sont impliqués. Le point de concentration de notre équipe et d'après laquelle nous avons développé ce modèle de poursuite constitue des cautionnements, des confiscations d'actifs et d'assignations promptes et main en main avec différents procureurs pour avancer. Donc, il faut vraiment que le dossier soit pris en charge dès le cautionnement jusqu'à la fin des poursuites. Nous faisons une collecte, une compilation d'informations ainsi que le développement des ressources et je vous en parlerai plus avant tout à l'heure. Nous nous assurons qu'il y ait une cohérence des conseils dans toute la province et ceci est important, surtout par rapport à certaines des dispositions qui ont été mises en place récemment. Et la façon dont on peut développer un petit peu le côté juridique et l'interprétation de la loi. Donc, il faut nous assurer que les forces de l'ordre dans toute la province suivent la cohérence des conseils. Dans nos poursuites aussi, il y a une cohérence, que ce soit au moment du dépistage du cas. Aussi, il y a une cohérence, que ce soit au moment du dépistage du cas et jusqu'à la fin, que toutes les personnes qui sont impliquées comprennent bien de la même façon la loi, les exigences. Et par exemple, quand on propose des négociations au niveau de plaidoyer, surtout quant à la traite des personnes, la collaboration est importante dans ce genre de poursuite, que ce soit avec le programme d'assistance aux victimes et aux témoins et les autres. On ne peut faire cela tout seul. Il nous faut une équipe. Il faut donc un travail de collaboration avec toutes les personnes qui sont impliquées et ainsi avec les enquêtes et les poursuites. En dernier lieu, nous travaillons aussi avec la police car ces cas sont très difficiles à gérer en justice. Nous essayons de partager les informations d'enquête
pour nous assurer que notre niveau des poursuites. Nous voulons bien sûr soutenir la crédibilité et l'imputabilité de nos témoins. C'est important. Donc, voici un petit peu un aperçu de ce que nous faisons au sein de notre équipe dans les poursuites relatives à la traite des personnes. J'ai partagé ma présentation en deux sections. La première étant les difficultés liées aux poursuites relatives à la traite des personnes. La deuxième sera dévouée au fait que, en tant que poursuivant spécialisé avec ce modèle amélioré, comment nous avons fait face à certains de ces obstacles pour nous assurer que les poursuites soient bien complètes et qu'on puisse surtout les terminer. Pour parler des difficultés de poursuite, je voudrais commencer à vous parler de l'unicité de ces cas, surtout les personnes qui sont impliquées. Les victimes dans les cas relatifs de la traite à la personne sont extrêmement vulnérables. En principe, ils sont très isolés géographiquement, émotionnellement, financièrement lorsqu'ils arrivent enfin à la police. Ils vivent avec une personne qui souvent a comblé tous leurs besoins, que ce soit les besoins les plus basiques, que ce soit des besoins plus complexes, émotionnels et psychologiques. Et ceci peut être une lacune à combler extrêmement difficile parce qu'il est difficile de demander à une personne de quitter cette situation alors que l'on ne peut leur fournir toutes les choses dont ils avaient besoin, que ce soit les logements, de la nourriture, des pièces d'identité, etc. Et aussi bien d'adresser les besoins psycho interviennent, il nous faut déjà avoir un plan en place afin que nous puissions aussi fournir combler tous ces besoins que la personne comblait auparavant pour la victime. Et c'est très difficile. Alors que l'on va parcourir la présentation, l'une des choses dont je veux vous parler, c'est combien les personnes ne peuvent comprendre. Si vous avez été retiré de la situation, pourquoi est-ce que vous y retournez? Donc, l'une des choses que l'on essaye de faire, c'est de sensibiliser et d'éduquer les personnes pour leur faire comprendre combien il est difficile de quitter une telle situation quand on est impliqué dans la traite des personnes. En sus, nombre de nos victimes sont extrêmement vulnérables. Elles peuvent avoir des problèmes de santé, des problèmes de dépendance. Elles peuvent avoir une situation de famille très instable. Il y a vraiment de nombreux peuvent avoir une situation de famille très instable. Il y a vraiment de nombreux éléments qui font qu'une personne est extrêmement vulnérable. Et lorsqu'on demande à la personne de partir, de quitter la situation et de se retrouver encore dans une situation où ils étaient très vulnérables, c'est évidemment très difficile pour eux. Les vulnérabilités dans une salle d'audience aussi est difficile et cela peut affecter le jugement même d'un juge lors des poursuites. L'une des autres choses qui est vraiment unique chez ces victimes, c'est le lien du traumatisme qui se passe entre la personne trafiquée et le trafiquant. Le trafiquant va combler tout besoin de la personne trafiquée. Donc, en ajoutant à cette complexité et l'exploitation commerciale du sexe, ce à quoi nous faisons face principalement, il y a la tromperie est la base dans ce trafic. L'idée, c'est que le trafiquant est amoureux et va fournir un condominium, un bon style de vie, des vacances, qu'ils vont être le chevalier et la princesse un petit peu, si vous voulez. Donc, pour la victime trafiquée, se dit souvent que c'est la meilleure relation qu'elle ait jamais eue. Elle est complètement amoureuse du trafiquant et ceci peut être un lien extrêmement difficile à briser. Pour vous donner un exemple, j'ai été impliqué dans les poursuites d'un cas il y a à peu près 7 ans. Les poursuites judiciaires ont commencé. La victime était avec le trafiquant depuis 3 semaines à peu près. Elle l'a rencontré
et elle a réussi à s'échapper. Et quand elle a travaillé avec des travailleurs en 2019, 7 ans après que le cas ait commencé et que le trafic ait commencé, elle a rapporté à son travailleur social en disant que cette relation de 3 semaines était la relation la plus importante qu'elle ait eue, alors qu'elle a été impliquée très souvent dans d'autres relations, mais qu'elle n'était jamais amoureuse au point où elle était auparavant. C'est 7 ans plus tard, elle comprenait bien ce qui lui était arrivé, elle savait que c'était mauvais, elle savait qu'elle avait été exploitée, trafiquée, et elle pouvait l'exprimer. Et elle est bien consciente que les petits amis ne traitent pas les personnes comme ça, mais malgré tout cela, elle était toujours amoureuse et la relation amoureuse la plus intense qu'elle ait jamais eue. Donc, cela rend les poursuites vraiment difficiles parce qu'il y a toute une fourchette d'émotions qui arrivent avec les témoins qui peuvent se sentir coupables alors qu'ils vont témoigner contre le trafiquant parce qu'ils peuvent toujours être amoureux, ils peuvent avoir peur des conséquences. Donc cela nous amène tout son lot de complexité lorsque l'on gère un tel cas. D'autres difficultés, peut-être les moyens financiers des personnes qui sont impliquées dans la traite des personnes. Cela peut vraiment attirer les personnes dans ces situations de traite de la personne parce qu'ils ne sont pas dans la situation où quelqu'un peut leur permettre de combler leurs besoins, que ce soit une autre personne ou eux-mêmes. Et l'idée de gagner 1 000 $ par jour est vraiment très attirante, évidemment, et cela ajoute encore à comprendre bien le stigma de commerce du sexe et ne comprennent donc pas pourquoi les personnes y retournaient. Les personnes qui sont trafiquées peuvent être trafiquées par une autre personne dans le commerce du sexe. Elle peut être impliquée, avoir des intérêts aussi avec les victimes qui sont impliquées. Donc, quelquefois, les victimes peuvent devenir hostiles et refusent de coopérer avec nous et avec la couronne et les prosécutions. Il y a d'autres difficultés encore avec les personnes qui ont subi la traite des personnes. C'est qu'ils ne font pas confiance au système de la justice, aux policiers, ou parce qu'il y a un malentendu entre ce qui est licite et non licite quant au commerce du sexe et ils ont peur d'être eux-mêmes poursuivis en justice parce qu'ils ont été impliqués dans le commerce du sexe ou parce qu'ils ont été impliqués d'être eux-mêmes poursuivis en justice parce qu'ils ont été impliqués dans le commerce du sexe ou parce qu'ils ont été impliqués dans des activités qui sont connexes. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, ils n'ont pas confiance dans le système. Donc, il est difficile pour eux de faire confiance et de tout partager avec nous. Une autre complication, ce sont les conséquences du fait d'avoir été exploité, les conséquences du traumatisme. On comprend bien le traumatisme et je crois que le système judiciaire commence à le comprendre et un petit peu les effets de ces traumatismes. On en parlera un petit peu, mais les manifestations du traumatisme peuvent faire qu'il est difficile pour les personnes de s'impliquer dans le système judiciaire et que de ce fait, les poursuites sont extrêmement longues. Mon expérience avec ces victimes, c'est qu'elles sont très humiliées. Il y a du stigma. Quelquefois, ils ne disent pas tout ce qui s'est passé. Ils vont tenter de minimiser parce qu'ils ont honte, parce qu'ils se sentent humiliés. Il y a énormément de honte. Les personnes qui nous disent « je n'arrive pas à croire que cela me soit arrivé », on l'entend très souvent. Donc, quand vous ajoutez à cela le stigma d'être impliqué dans le commerce du sexe, vous avez une petite idée. Bien sûr, il y a des soucis au niveau de la sécurité. Quand les personnes ont été exploitées, elles ont fait face à des menaces, elles ont certainement fait face à des violences physiques ou émotionnelles et elles ont bien sûr peur du trafiquant et des conséquences d'être venues à la police, d'avoir donné une déclaration ou de faire un témoignage. Ces soucis quant à leur sécurité sont souvent très valables et ont une signification importante. Ils sont quelquefois la cause que les personnes ne veulent pas participer aux poursuites parce que dans leur esprit,
que les personnes ne veulent pas participer aux poursuites parce que dans leur esprit, les conséquences pourraient être pires que si elles ne participaient pas aux poursuites. En finale, ce à quoi nous faisons face en général est qu'il n'y a pas assez de rapports de la traite des personnes. Quand il y a un rapport, c'est qu'il y a souvent, c'est très en retard, donc souvent on manquera de preuves. Si une personne a subi la traite des personnes et qu'ils viennent seulement 6 mois après la dernière fois qu'ils ont été mis dans un hôtel pour faire ce qu'ils devaient faire, dans ces cas-là, nous ne pouvons pas récupérer les vidéosurveillances. Donc, cela nous joue contre nous. Souvent aussi, ils vont faire des divulgations petit à petit. Ils ne vont pas faire une divulgation totale. Et on ne doit pas juger la crédibilité du témoin en fonction de ces divulgations tard. Mais au niveau des interrogatoires, c'est difficile parce que les réponses vont souvent changer. Donc, cela rend évidemment la poursuite du dossier extrêmement complexe. Okay. Une fois qu'on arrive au cas judiciaire, le monde de la justice peut être un monde difficile à naviguer pour les personnes. Ils doivent revivre le traumatisme lorsqu'ils doivent raconter encore une fois ce qui leur est arrivé. Donc, il n'est pas rare de voir au procès, de voir des reculs de la part des témoins au moment du témoignage, où on voit les personnes qui retournent dans le commerce du sexe ou qui reprennent des dépendances ou qui retournent carrément à la personne qui les trafiquait. À cause des traumatismes, souvent les personnes ont oublié une partie de leur histoire, ou à cause de ces sentiments de peur, d'amour, ils vont souvent minimiser leur témoignage ou ne pas faire un témoignage complet. Quelquefois, il y a des personnes qui choisissent de ne pas participer du tout dans les poursuites et ils arrêtent de communiquer, ils ne viennent plus au tribunal. Généralement, et du fait de la façon dont les lois sont faites, il peut être difficile pour une personne de participer dans ces poursuites relatives à la traite de la personne. Et surtout de trouver les mots pour expliquer leur expérience. Il est difficile d'expliquer de façon objective comment on s'est retrouvé dans une situation où on avait l'impression qu'il vous fallait fournir un service que vous n'auriez pas fourni autrement, et tout cela parce que vous avez peur. Il est rare d'être dans une situation où c'est vraiment un stéréotype au niveau de la traite des personnes, quelqu'un à l'arrière d'un camion qui a été transporté à travers de nombreux pays et qui a été forcé physiquement dans le commerce du sexe. Très souvent, ce à quoi nous faisons face, c'est beaucoup plus discret. Il est vraiment difficile aux personnes d'articuler les différents éléments qui ont été mis en place et comment ils ont été exploités. Donc, très souvent, l'histoire complète n'est pas racontée parce qu'il est tellement difficile de trouver les mots. Les traits de la personne peuvent être extrêmement difficiles à poursuivre. C'est très difficile pour les personnes qui sont impliquées. Ce sont des cas qui sont très émotionnels et très difficiles. Donc, il nous faut trouver un équilibre entre la victime et les poursuites et les préoccupations pour la sécurité. Parce que très souvent, les personnes que l'on poursuit sont des personnes dangereuses. Donc, il faut que les procureurs s'assurent de cet équilibre pour s'assurer de la bonne route de la justice. Certains des éléments uniques de ces personnes qui sont impliquées dans le système judiciaire rend les choses difficiles. Ensuite, il y a le contexte juridique qui est incertain puisque les dispositions sur la traite de personnes sont relativement nouvelles. En 2015, c'était la première fois qu'on commençait
En 2015, c'était la première fois qu'on commençait à codifier vraiment et que c'est devenu un délit en 2005, pardon, que la traite des personnes est devenue une infraction, surtout qui implique les personnes au-delà de 18 ans. Ensuite, nous avons ajouté des dispositions pour les personnes qui sont en deçà de 18 ans. Il y a eu des amendements qui ont été ajoutés en 2012-2016 au niveau des peines minimales requises. En 2015, en Ontario, il y avait un cas qui a été décidé par le tribunal d'appel qui a vraiment jeté une grande lumière au niveau des dispositions et des interprétations juridiques. Tout ceci pour vous dire que ces dispositions sont relativement récentes. Et à cause des difficultés dont nous avons parlé tout à l'heure, ça veut dire que ces dispositions n'ont pas encore suscité de commentaires et d'interprétations. Mais récemment, cela a changé. Il y a eu beaucoup plus de commentaires judiciaires à ce sujet. Mais c'est quelque chose qui est vraiment récent. Par rapport aux forces de l'ordre, certaines des difficultés dans le contexte, ce sont que les agents qui n'ont pas reçu de formation au niveau de la traite des personnes ne reconnaissent pas toujours que leurs enquêtes sont liées au délit de la traite des personnes. Souvent, cela est dissimulé par d'autres crimes, cela peut être de la violence domestique, de l'extorsion ou un vol. Donc, par exemple, il y avait un cas où une femme était allée dans un poste de police pour dire qu'une personne lui avait volé son téléphone. Et ensuite, ils ont compris que la personne qui lui avait pris son téléphone. Mais l'agent qui a commencé à creuser un petit peu et à poser des questions, il était formé. Donc, il a pu comprendre la nature de la relation et les différentes circonstances qui ont mené au fait que son téléphone soit volé. Il est vraiment très rare qu'une police rentre dans un poste de police en disant « Je suis une victime de la traite de la personne ». Ceci veut dire que les délits concernant la traite de la personne sont sous-enquêtés ou ne sont même pas divulgués. Même si les agents sont au courant des dispositions quant à la traite des personnes, souvent les agents, nous voyons qu'ils n'ont pas une bonne compréhension de ces dispositions et ce qu'ils doivent penser de ces infractions. Donc, il y a des situations où ils ne vont pas prendre une déclaration complète parce qu'ils ne connaissent pas les bonnes questions à poser, où ils peuvent être mal à l'aise quant au fait de poser certaines questions, ou ils peuvent prendre une déclaration, mais peut-être ce n'est pas une interview qui a été enregistrée. Donc, cela rend les poursuites difficiles. Les agents qui n'ont pas été formés par rapport à la traite des personnes ne comprennent pas toujours l'importance de récupérer des informations connexes, de demander aux survivants de la traite des personnes d'avoir le consentement, de télécharger le contenu de leur téléphone, par exemple, ou des vidéosurveillance des différents hôtels ou de confisquer des documents. Voici tous des éléments qui sont vraiment importants et qui sont peut-être perdus si la personne des forces de l'ordre n'a pas reçu de formation adéquate. Chose que je mentionnerai au niveau de l'importance de la formation des forces de l'ordre, c'est l'importance de développer une relation de confiance avec les personnes et pouvoir approcher les personnes qui ont subi la traite des personnes. L'une des choses qui est le plus importante au niveau des enquêtes et des poursuites, c'est de développer une relation avec la personne à qui l'on demande de partager des détails très intimes et vraiment des choses innommables qui leur sont arrivées. Donc, dans ces cas-là, les agents vont développer une relation avec un survivant de la traite des personnes, mais avant que cette personne se sente vraiment en confiance pour divulguer tout, cela prend du temps. L'une des façons à faire, c'est de se conformer à la loi, aux obligations de divulgation et des limites, et d'avoir des relations très saines. C'est important et c'est vraiment
une compétence importante, c'est de se conformer à la loi, aux obligations de divulgation et des limites et d'avoir des relations très saines. C'est important et c'est vraiment une compétence importante de développer cette relation. Parce que si cette relation n'est pas établie, très souvent les personnes ne vont pas faire une déclaration complète ou s'ils le font et que les agents ne restent pas en contact avec eux et les mettent en lien avec des services dont ils auraient besoin, dans ces cas-là, les personnes disparaissent tout simplement et on ne les revoit plus. Et cela peut être vraiment très difficile pour nous à différents niveaux parce qu'on veut s'assurer de connecter ces personnes avec les différents services et les suivre. On ne veut pas perdre la piste de ces personnes si elles ont fait un mouvement pour essayer de trouver de l'aide. Donc, voici des éléments extrêmement importants sur lesquels nous travaillons avec les forces de l'homme et sur lesquels nous voulons les former. De quoi on a besoin? On leur parle des dispositions, des exigences de la loi au niveau des défenses et les façons appropriées d'établir les documents pour que nous soyons dans une position de force lorsque nous commençons les poursuites. D'un point de vue de procureur et au niveau des poursuites, la première fois que j'ai géré un cas de traite de la personne, c'était avant que notre équipe existe. Et je me souviens avoir passé des heures et des heures et des heures juste pour essayer de comprendre les exigences de preuves pour prouver le trafic de la personne. Les dispositions ne sont pas écrites d'une façon simple, elles sont en plus très complexes. Donc souvent, on a des questions au niveau du procureur, au niveau de base. Quels sont les éléments du délit? Qu'est-ce qui est requis? Est-ce que je dois prouver qu'il y a eu exploitation en sus de la traite de la personne? Comment est-ce que je prouve cela? Je dois prouver qu'il y a eu exploitation en sus de la traite de la personne. Comment est-ce que je prouve cela? Quelles sont les questions que je dois poser? À quoi ressemble l'exploitation? Si vous êtes un procureur dans un bureau très occupé, vous n'avez peut-être pas toujours le temps de vous pencher et de rechercher les différents points et de digérer aussi toutes les exigences au niveau de la traite de la personne. Si vous ne comprenez pas les exigences juridiques dans ces cas-là, vous allez peut-être pincer au-dessus de points en pensant que cela ne concerne pas la traite de la personne, alors que cela en fait partie et du délit qui a été allégué. Et dans ces cas-là, vous risquez d'avoir des poursuites qui ne soient pas complètes si vous n'êtes pas au courant de ce que vous devez prouver. Et si vous ne savez pas ce que vous devez prouver, vous ne pouvez pas poser les bonnes questions. Donc, judiciaire et une justice bien menée et qu'elle soit alignée avec les exigences de la loi. Il faut que les infractions, que les accusations soient appliquées, qu'elles reflètent bien les crimes allégués. En dernier lieu, concernant le pouvoir judiciaire, la première fois que j'ai eu entre mes mains un cas de traite de la personne, nous avons passé 10 jours pour les témoignages et j'allais faire mes observations finales alors que le juge m'a dit, Madame Langdon, où est la partie de la traite des personnes? Et donc, de ce fait, il a convaincu. Problème technique, l'interprète n'entend mal. Il s'attendait à un moment où il y aurait de la loi et de l'ordre. Il s'attendait à ce qu'une personne vienne ici qui ait subi l'esclavage. Ce n'était pas du tout l'histoire que les victimes ont racontée. Ce n'est pas non plus ce que la loi exige. Ce juge avait pourtant eu déjà des expériences avec la traite de la personne. Donc, son approche, tout d'abord, il arrivait avec des préjugés de ce qu'il pensait qu'était la traite de la personne. Donc, j'ai réalisé à ce moment-là qu'il était important de prendre du recul et de dire voilà le processus par lequel j'ai dû apprendre les différentes dispositions. Permettez-moi de vous expliquer. Et parce que j'ai passé des heures à comprendre les dispositions, dans ce cas-là, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je commence par éduquer, sensibiliser les personnes
et partager avec eux ce que j'avais appris et ce que j'avais déjà intégré. Au niveau de l'environnement juridique, il y a des obstacles comportementaux également. Cela rend les poursuites difficiles. La loi ne nous oblige pas à prouver l'exploitation et quelquefois c'est assez complexe. La loi nous demande de prouver, d'avoir une analyse objective et est-ce que la personne aurait peur dans ces mêmes circonstances? Cela veut dire des complots, des menaces, cela peut inclure aussi des tromperies ainsi que la sécurité psychologique, c'est-à-dire qu'une personne n'a pas besoin d'arriver au tribunal en disant qu'elle a fait part de menaces physiques et de violences physiques. C'est que c'est souvent pas le cas qu'ils ont subi vraiment des violences qui m'ont forcé à faire ça. Souvent, c'est beaucoup plus nuancé. Plutôt, il m'a promis que j'aurais ce style de vie et il était ma vie qui a donné un sens à ma vie. L'idée de me retrouver sans lui, de me retrouver sans abri, sans argent, isolé géographiquement, était terrifiant. Et dans ce cas-là, je pensais que je n'avais pas le choix et que je devais faire ce qu'il voulait. Il est souvent difficile pour les personnes de comprendre que justement à cause de ce malentendu quant à la traite des femmes, quelles sont les exigences. D'autres problèmes au niveau de l'attitude auxquels nous faisons face, c'est que souvent dans les personnes qui sont impliquées dans le commerce du sexe et de l'exploitation, ils ont commencé à travailler de façon indépendante dans le commerce du sexe avant d'être influencés et de rentrer dans l'exploitation. Ils commencent à avoir une relation avec le trafiquant et cette relation devient ensuite une relation d'exploitation. Donc très souvent où les pistes sont brouillées, c'est pour que les personnes comprennent, comprendre les questions à poser, surtout quand vous êtes dans le système juridique, il est essentiel pour dire à quoi ressemble l'exploitation par rapport au fait de travailler seul. Et aussi, si vous êtes parti, pourquoi est-ce que vous êtes retourné au commerce du sexe? S'il n'y avait pas de confinement ou de violence physique, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti? Et pourquoi est-ce que vous avez encore des sentiments pour la personne qui vous a trafiqué? Et si ces personnes, vous les aimez encore, est-ce que c'est vraiment de l'exploitation ou est-ce que tu fournissais seulement ces services parce que tu voulais la relation? Donc, avec ces obstacles comportementaux, il y a aussi un malentendu par rapport à l'imputabilité et la crédibilité des victimes. On parle des différents éléments sur lesquels le système de la justice se repose pour établir la crédibilité d'un témoin. Si vous êtes vulnérable, cela peut être utilisé contre vous, par exemple. Mais quels sont les effets du traumatisme? Quelles sont les conséquences du traumatisme quand on est dans une salle d'audience? Et combien cela va jouer au niveau de l'évaluation de leur crédibilité? Si vous avez déjà fait face au traumatisme et que du coup vous avez des trous de mémoire ou que vous avez une mémoire fragmentée, peut-être qu'on vous considérera comme étant un témoin non crédible ou à cause de la relation traumatique que vous aviez avec le trafiquant, que vous minimisez ce qui est arrivé. Cela peut aussi jouer contre vous. Donc encore une fois, cela peut aussi jouer contre vous. Donc encore une fois, tous ces différents points rendent les poursuites judiciaires très difficiles. Même si l'on est en dehors du système judiciaire, mais d'un point de vue des poursuites, de comprendre le traumatisme, qu'est-ce que c'est, peut être une des barrières. Pour vous expliquer, j'étais impliquée dans un cas où j'ai rencontré une femme qui était une survivante de la traite des femmes et elle était en sécurité avec une assistante sociale. La première fois que je suis rentrée dans la pièce, elle était en boule, en position de fœtus. Elle avait remis sa capuche au-dessus de ses yeux jusqu'à la moitié du nez. Elle avait les cordons qui étaient très
tiré, elle ne voulait pas retirer sa capuche, elle ne voulait pas me parler. Et pourtant, c'était elle qui l'avait donné. Donc, je voulais avoir ce contact initial. Si je ne comprenais pas à quoi peut ressembler un traumatisme, une autre personne serait rentrée et elle se serait dit qu'elle faisait face à un témoin très hostile. Et une telle personne aurait traité la témoin très différemment de la façon dont moi je l'ai traitée. Je me suis assise, j'ai commencé à parler de la couleur de la salle et demander si elle avait une bonne relation avec l'agent. J'ai commencé à parler avec l'agent un petit peu. Et à la fin de la réunion, elle n'avait toujours pas retiré sa capuche, mais elle était assise, elle s'était redressée au moins. Nous avons parlé du fait de nous rencontrer encore. Elle a indiqué qu'elle était d'accord. Et ensuite, nous avons eu 7 ou 8 rendez-vous. En finale, elle a retiré sa capuche et elle a commencé à s'impliquer plus. Ah, jusqu'au moment où nous nous sommes retrouvés au tribunal, elle était complètement impliquée dans le processus. Et quand je lui ai dit, voici, il y a une possibilité de résolution, elle m'a dit, je ne veux pas résoudre tout cela. Je veux aller au tribunal pour parler de mon histoire. C'était vraiment un moment important de réalisation pour moi-même parce que il nous faut vraiment considérer, prendre en compte la façon dont nous percevons ces personnes lors du processus. Donc, de bien comprendre ce à quoi ressemble le trauma, d'y faire face pour nous assurer que les personnes avec lesquelles nous travaillons soient vraiment impliquées d'une façon significative dans le processus. Donc, pour elle, c'était important d'aller au tribunal. Donc, il était vraiment significatif que nous continuions à avoir ces réunions et elle pouvait s'asseoir comme elle voulait avec sa capuche. Nous ne la traitions pas comme si elle était réticente ou la traitions pas comme si elle était réticente ou hostile. Nous essayons seulement de faire qu'elle se sente à l'aise et pour développer une relation de confiance. Avec elle, cela a fonctionné. Quelquefois, cela ne fonctionne pas. D'autres points difficiles au niveau de la poursuite judiciaire de ces délits, c'est le temps. La personne avec la capuche que j'ai rencontrée, nous avions besoin de réunions d'1 heure ou plus. Nous en avons eu 7 ou 8. Donc, pour les personnes qui sont impliquées dans ce genre de pratique, n'ont pas toujours le temps à dévouer. Par exemple, il y a une femme qui était impliquée dans la poursuite alors que sa déclaration faisait 2 heures et elle n'arrivait pas à rester assise plus de 10 minutes à chaque fois. Donc, on retournait une fois par semaine pour 3 heures, voir entièrement sa déclaration, juste pour parler avec elle, qu'elle soit à l'aise, pour répondre à ses questions, etc. Mais tout le monde, évidemment, n'a pas tout ce temps. Donc, l'une des choses que nous avons incorporées dans notre processus et dans notre modèle amélioré, c'est de nous assurer qu'il y ait le temps de se développer, le temps d'avoir du temps justement pour développer des relations avec ces personnes. Un autre point de logistique, c'est que souvent il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour témoigner. Donc, il nous faut nous assurer de l'hôtel dans lequel nous nous mettions, que cela ne leur rappelle pas des mauvaises expériences. Il nous faut avoir du financement pour leur payer leur nourriture quand ils viennent pour témoigner. Peut-être qu'ils n'ont pas des vêtements qu'ils aimeraient porter au tribunal. Certaines personnes aiment fumer, certaines personnes n'ont pas d'argent pour leurs cigarettes. Donc, en finale, ils n'ont peut-être pas d'argent pour un logement. Donc, pour faire face à ces obstacles et pour permettre à ces personnes de combler leurs besoins basiques, il nous faut un financement depuis le début jusqu'à la fin du processus. Donc, bien sûr, financement, ressources, collaboration sont des 3 éléments importants parce qu'il y a bien sûr des limitations quant à ce que peut nous fournir chaque association ou organisation. Ensuite, question de sécurité. Et c'est un point important et significatif parce qu'il y a des effets non seulement pour la personne qui témoigne, mais aussi les personnes qui viennent avec elle pour la soutenir. Donc, très souvent, cela veut dire qu'il y a à avoir une collaboration plus importante au niveau du
tribunal, des agents. Cela exige aussi une communication avec les prestataires de services pour, par exemple, les personnes de soutien qui aient leur nom sur le dossier et qu'il nous faut nous assurer dans ces cas-là avec les agents qu'il n'y a pas de question de sécurité avec les personnes, que ce soit le témoin même ou les personnes qui viennent avec la personne pour la soutenir. Donc, ceci nous amène à la deuxième partie de ma présentation, qui est comment les procureurs spécialisés peuvent-ils aider à surmonter ces obstacles. Au niveau de l'éducation, de la sensibilisation, nous faisons de notre mieux pour sensibiliser les procureurs, forces de l'ordre et le pouvoir judiciaire. Souvent, j'ai des soumissions qui parlent des dispositions, des exigences de la loi et ensuite nous prenons du recul en disant voici la preuve et voici comment de la loi. Donc, on peut aussi faire des présentations comme celle-ci, des présentations à des conférences de juges. Nous formons aussi des procureurs pendant 4-5 jours pour les informer au niveau des exigences. Et s'il y a des points de dispositions qui ne sont pas relatifs au niveau de la jurisprudence, il y a bien sûr aussi des appels, l'incertitude au niveau judiciaire. Pour sensibiliser les forces de l'ordre par rapport à la traite des personnes, nous poursuivons nos formations et nous leur fournissons aussi des conseils qui sont cohérents avec les apprentissages que nous leur fournissons. Notre façon de donner des conseils est une façon continue de former. Nous tentons aussi de compiler des ressources juridiques pour les rendre facilement accessibles pour les autres procureurs et aux autres personnes qui prennent part aux poursuites relatives à la traite des personnes. Donc, on fait des échantillonnages au niveau des questions. Comment est-ce que vous pouvez poser des questions dont les réponses peuvent donner des indications au niveau des exploitations? Quels sont les documents qui sont exigés pour que l'inculpation soit faite au tribunal? Et nous nous assurons que ces ressources soient facilement accessibles pour que les personnes qui se retrouvent dans la même situation où j'étais à passer des heures et des heures et des heures à me demander qu'est-ce que je dois prouver ici. Donc, on espère que ces ressources sont plus digestes pour les personnes qui en auront besoin et qu'ils peuvent y accéder très facilement. Nous participons aussi à l'élaboration de la jurisprudence, bien sûr, en poursuivant certains dossiers et en prenant en charge des dossiers qui ne reflètent pas toujours la façon dont on conçoit la traite des personnes. Nous essayons de définir de mieux en mieux ce qu'est la traite des personnes. Et ensuite, on est impliqué dans la formation de témoins experts potentiels. C'est important parce qu'on veut avoir des personnes qui viennent au tribunal et qui peuvent éclairer, expliquer les difficultés et bien articuler pour faire face aux obstacles comportementaux, quelles sont les conséquences du traumatisme, quels sont les effets sur la mémoire, quels sont au niveau de la relation, au niveau de l'exploitation même. Comment est-ce qu'il peut y avoir un lien traumatique qui existe encore longtemps après que la personne ait été exploitée? Comment est-ce qu'une personne peut être encore amoureuse d'une personne bien qu'elle reconnaisse qu'elle a déjà été exploitée? Toutes ces choses sont vraiment difficiles à comprendre pour le commun des mortels, mais si vous avez des témoins experts qui peuvent vraiment vous donner un cadre ou vous donner une perspective psychosociale, cela peut être ensuite plus simple de faire face aux barrières, surtout aux barrières concernant la partialité et les comportements. Et pour faire tomber les mythes en miettes dont nous avons parlé tout à l'heure. Je ne pourrais insister assez qu'il vous faut connaître vraiment bien le monde
dans lequel vous faites des poursuites. Vous voulez demander personne, la personne va vous regarder en disant quoi? Je ne comprends pas ce que vous dites. Donc, comprenez bien le monde dans lequel vous mettez le pied pour que vous sachiez bien poser les bonnes questions et que vous puissiez avoir une image complète un petit peu de ce qu'est l'exploitation, en revenant un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure, de dépeindre un petit peu une image plus objective de l'exploitation. Donc, par exemple, s'il y a l'exploitation sexuelle dans des hôtels, vous savez les complexités de ce monde et vous pourrez ainsi savoir les questions à poser. Qui réservait l'hôtel? Qui payait l'hôtel? Comment est-ce qu'il payait l'hôtel? Qui a développé les publicités? Qui a choisi les noms? Qui a pris les photos? Qui a écrit les mots? Et ensuite, vous pouvez choisir des mots-clés et qui sont connus par des personnes qui sont impliquées dans ce monde de la traite. Est-ce qu'il y avait des tarifs pour des... Et pour que le juge puisse comprendre, il vous faut aussi expliquer, mais cela vous permet aussi de connecter avec le témoin. Donc, vous essayez de poser des toutes petites questions qui puissent permettre de donner une image complète et une image qui ait bien du sens. Donc, par exemple, vous posez en gros la question, expliquez-moi comment vous avez été exploité sans poser cette question. Et vous ne pouvez pas poser les questions d'une façon appropriée si vous ne connaissez pas ce monde. Il vous faut aussi poser les questions d'une façon sans jugement, pardon, et que vous fassiez comprendre aux témoins que vous connaissez bien le monde duquel ils proviennent, et sans jugement, cela simplifie les rapports. Pour aller de l'avant avec cela, et c'est essentiel. C'est un point sur lequel j'insiste encore et encore et encore. C'est les choix. Utiliser les mêmes mots que les personnes utilisent pour eux-mêmes. Cela peut avoir vraiment beaucoup de sens au niveau de l'exploitation sexuelle. Cela peut être prostituée pour une personne. Certaines personnes n'aiment pas qu'on les qualifie comme travailleurs du commerce du sexe. D'autres personnes veulent qu'on les appelle des escortes. Donc, connaissez les mots, connaissez le monde, afin que votre témoin ne tombe pas dans la défensive et qu'il se sente comprise et qu'il ne se sente pas diminué ou dénigré. Connaissez bien les traumatismes et incorporez les aptitudes dans l'exercice de la profession. C'est important pour les procureurs qui utilisent ce modèle amélioré. Donc, on leur apprend l'importance des interrogatoires basés sur les connaissances du traumatisme, d'avoir des limites claires, de ne pas être trompeur, de ne pas leur poser des questions litigieuses, d'avoir conscience aussi de l'existence du traumatisme indirect et de vous assurer de prendre les mesures par rapport à cela. L'un des points importants au niveau des traumas, c'est comme je le disais, le traumatisme indirect. Ce travail n'est pas facile, c'est extrêmement difficile. De travailler avec des survivants de la traite de la personne peut vous toucher profondément émotionnellement. Cela peut être très gratifiant, mais cela peut être extrêmement difficile. Donc, pensez qu'il est important d'appuyer vos collègues, de connecter les personnes aux ressources pour s'assurer que les personnes restent saines. Cela fait aussi partie de notre modèle amélioré. En dernier point, d'avoir une pratique dans les procès et qu'on puisse rencontrer les personnes aussi souvent qu'elles veulent le faire. Donc, quelquefois, c'est 2 fois pour les audiences préliminaires, 2 fois pendant les procès. Quelquefois, ça peut être 1 fois par semaine pendant 6 mois. De permettre que les gens ajoutent leur grain de sel est important et d'avoir surtout du temps pour développer cette relation avec les personnes à qui l'on demande de témoigner. Connaître vos ressources est essentiel, surtout à cause des complexités assez uniques lorsqu'on travaille avec des survivants. Donc, de connecter les gens aux ressources est essentiel. Souvent, les gens
déménagent pendant toute la durée du procès, donc de connexion de la collectivité pour leurs besoins immédiats, pour des besoins plus complexes psychosociaux, et nous assurer que les personnes qui sont impliquées dans des poursuites judiciaires reçoivent autant de soutien dont elles ont besoin et qu'elles souhaitent. Donc, c'est extrêmement important lors des poursuites de tels cas. Ensuite, il faut essayer de résoudre les problèmes avant le procès, c'est-à-dire de connaissez bien votre dossier et ne réservez pas un hôtel à votre témoin si jamais elle a subi le trafic dans cet hôtel. Assurez-vous de ne pas acheter cette malbouffe qui était fournie aussi par le trafiquant. Vous assurez à l'avance que s'ils ont besoin d'avoir de l'argent pour leur déjeuner, le dîner, le souper, qu'il est en avance et que vous ne vous retrouviez pas prise de court avec un témoin qui vous disait «Moi, je fais quoi pour mon dîner?» Aussi de faire qu'il est en avance et que vous ne vous retrouviez pas prise de court avec un témoin qui vous disait «Moi, je fais quoi pour mon dîner?» Aussi de faire des choses par rapport aux, aux- aux aides au niveau des témoins, par exemple des chiens de soutien, ou s'ils veulent utiliser des liens vidéo parce qu'ils sont en dehors de la zone de compétence. Toutes ces choses, il vous faut les résoudre avant le problème. Cela va vous soulager, va éviter beaucoup d'incertitudes et de stress qui peuvent avoir lieu alors que les personnes sont au tribunal pour témoigner et pour dire la vérité et ce qui leur est arrivé. Donc, ce qui est clé, évidemment, c'est d'être impliqué avec les différents intervenants et de maintenir des rapports fréquents avec eux. Je peux vous dire combien de fois je travaille aux personnes qui pointent leur nez, donc d'avoir cette communication ouverte, c'est très important pour nous assurer de faire face aux problèmes et de ne pas se retrouver avec une montagne de problèmes le jour du procès ou de l'audience. Donc, d'assurer cette liaison et de collaboration avec les différents intervenants, c'est extrêmement important. Ensuite, nous devons jeter des ponts entre les institutions. C'est crucial. On ne peut pour faire ces poursuites seuls. Les survivants ne peuvent être soutenus seuls. Donc, il faut établir des ponts de collaboration, de communication entre les institutions afin que nous puissions faire ces poursuites de façon significative. Ceci dit, je vais vous montrer notre dernière diapositive, qui sont les différents contacts des membres de notre équipe. Nous sommes toujours disponibles pour jeter des ponts institutionnels, pour vous répondre à vos questions, pour vous fournir de l'éducation et parler de toutes ces différentes choses du modèle de poursuite amélioré dont je vous ai parlé. Et si vous voulez avoir de l'information supplémentaire. Donc, nous allons maintenant passer aux questions. À quelle fréquence une personne qui est victime de trafic de la personne reçoit une condamnation à vie? Si la personne a plus de 18 ans, c'est 4 à 6 ans en fonction des faits. La condamnation la plus importante en Ontario jusqu'à présent, c'était de 14 ans. C'est une personne qui avait subi du trafic avec des violences importantes. Et pour les personnes qui sont en deçà de 18 ans, au niveau des offrances. Vous avez parlé des financements pour les repas. Est-ce que c'est un financement qui vient du procureur? Non. En principe, il y a des allocations journalières, un per diem, c'est-à-dire que souvent la personne doit avancer l'argent et sont ensuite remboursés. C'est un problème. Il y a un financement qui est développé pour y faire face afin que nous puissions fournir l'argent en avance concernant ce per diem. Une autre façon dont nous avons géré le problème, c'est de travailler avec des organisations qui nous ont fourni des cartes cadeaux ou des cartes prépayées pour des hôtels, par exemple, que nous avons autorisé une personne à rester dans un hôtel
et qu'ils peuvent appliquer ce per diem directement à la facture de la chambre. Pardon, il n'y a pas de... Voici comment nous avons essayé de développer. La personne qui a posé la question précédemment, ils travaillent de façon similaire. Ils aiment ces cartes cadeaux. C'est vraiment très significatif parce qu'autrement, il est vraiment très difficile d'avoir l'argent en avance pour les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. Et c'est pour ça encore, on parlait de jeter les ponts institutionnels, de développer des relations avec les personnes et les différents organismes qui ont cette capacité, qui peuvent nous fournir ces cartes cadeaux. Mais c'est vraiment une question très difficile. Mais oui. Comment est-ce que vous anticipez les décisions du tribunal de l'Ontario peut avoir un peu de vie privée par rapport aux informations de la vie privée alors qu'il y a des caméras maintenant, des webcams? Pardon, ce sont deux questions différentes. Donc, la question par rapport aux attentes raisonnables pour 5C, il me reste une minute. Au niveau des webcams, c'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir une attente raisonnable que les personnes peuvent avoir droit à la vie privée dans l'industrie d'une webcam? Il peut être difficile d'avoir une attente au niveau de votre vie privée, surtout avec les webcams. Et surtout si la personne n'est pas le seul utilisateur du téléphone. Donc, dans ces cas-là, on tombe au niveau du paragraphe 1. Donc, on pose des questions au niveau des forces de l'ordre. C'est quand ils obtiennent le consentement de l'utilisateur exclusif du téléphone. Je pense qu'il nous faut arrêter. Si vous voulez poser d'autres questions, n'hésitez pas. Envoyez ma question par courriel. Merci par courriel. Merci.